Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Délestage au Cameroun, à qui la faute a sonné en France le gouvernement camerounais. La compagnie nationale d'électricité était face aux associations de défense des droits des consommateurs à Yaoundé. Paul Biya, à 80 ans ce jour, le chef de l'État camerounais n'est plus apte à diriger le pays, pense ainsi le SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, son contraire pour le parti au pouvoir. Et Olivier Stirn est notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Avec l'ancien ministre français, nous revenons sur la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun au lendemain de la visite du président Biya en France. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci d'être avec nous, Madame, Monsieur, au sujet des délestages au Cameroun. AESONEL et KPDC accusent la SNH et le gouvernement camerounais. Accusation portée au cours d'une rencontre que la compagnie nationale d'électricité a eue avec les associations de défense des droits des consommateurs à Yaoundé. Les détails avec Yannick Mbazo. La principale cause des multiples délestages que connaissent les populations reste le non-fonctionnement de la centrale à gaz de Crébi. Déclaration faite par le directeur général de AESONEL au cours d'une rencontre avec les associations de défense des droits des consommateurs. Version corroborée par le directeur général de la Crébi Power Development Company. Si nous n'avons toujours pas mis en service la centrale à l'heure qu'il est, c'est parce que nous n'avons toujours pas reçu de gaz. Censée générer 216 MW, la centrale à gaz de Crébi, si elle avait été opérationnelle à la date du 21 décembre 2012, aurait permis de régler le problème. Autre problème, AESONEL pointe un doigt accusateur sur le gouvernement qui avait annoncé la mise en place du programme thermé d'urgence. Ce programme, solution alternative au problème d'électricité, à ce jour n'est pas opérationnel, faute d'un manque de gasoil. La solution au déficit énergétique au Cameroun n'est pas à portée de main, car la centrale à gaz de Crébi, bien qu'en fin de construction, attend toujours le gaz pour être opérationnelle. La Société nationale des hydrocarbures était censée fournir le gaz pour la mise en opération de cette centrale depuis décembre 2012. 2 mois plus tard, la centrale attend toujours. Voici l'immeuble siège de la Société nationale des hydrocarbures. Derrière ces murs, les responsables, rencontrés par l'équipe d'Equinox Télévision, ont promis réagir plus tard. Mais de sources internes, la lenteur observée dans la livraison du gaz est due au ralentissement des travaux de construction des infrastructures censées ravitailler la centrale. En attendant, AESONEL indique que des mesures ont été prises. Des centrales thermiques d'urgence vont commencer à injecter l'énergie ce soir dans le réseau. Et à la fin du mois, nous aurons du gaz. Et au plus tard, début avril, nous aurons fini avec les délestages. Du côté du gouvernement, des mesures ont également été prises pour la mise en opération des programmes thermiques d'urgence. Il s'agit de la reprise des livraisons de gaz par Tradex et Socaip, la remise en service de la centrale d'Ahala par la société Agreco et le début du paiement par le ministère des Finances des aérés aux marketeurs chargés de livrer le gasoil aux centrales. Des nouvelles qui devraient s'accompagner d'une atténuation des coupures d'électricité. Faut-il y croire? C'est davantage complexe dans cette affaire de la cimenterie Dangote dans la ville de Douala. La cause qui se déroule au tribunal de première instance de Douala-Bonandior a été renvoyée une fois de plus pour le 22 février prochain. Mais en attendant, la démarche du collectif qui a saisi le juge de référé pour la délocalisation de ce projet est vivement critiquée par des experts. Cédric Nofelé. Des experts en sécurité et environnement sont divisés sur la question de la délocalisation de la cimenterie Dangote, alors qu'un collectif d'associations a saisi la justice pour exiger l'arrêt des travaux de construction de cette usine sur les berges du Vaury. Un environnementaliste accuse ce collectif d'un acharnement injustifié envers un projet qui respecte selon lui les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement. L'impact sur le plan environnemental, l'impact le plus pertinent ici, c'est les émissions des particules fines, 2,5. Bon, il se trouve que ces impacts-là peuvent être contrôlés
peuvent être mesurés parce qu'il y a quand même une norme d'émission de gaz, une norme atmosphérique au Cameroun. Ça veut dire qu'ils sont maîtrisables. Pourtant, un expert de ce collectif soutient que le promoteur de cette usine n'a pas respecté la réglementation en matière de construction d'une cimenterie au Cameroun. La loi ne définit pas le savoir si les dangers sont maîtrisables ou pas. La loi définit le type d'activités qui sont dangereux, insalubres et incommodes et pour lesquelles il faut prendre des précautions. Il faut prendre des mesures de prévention, c'est-à-dire ne pas les installer là où se trouvent les populations. Et si on doit les installer là où se trouvent les populations, il faut dans le cadre de l'étude d'impact environnemental prendre les avis, les préoccupations des populations, y répondre avant qu'on ne commence les travaux. Malgré le feu vert du gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet, ces défenseurs de la nature craignent toujours que la ville de Douala ne suffoque de la production des premiers sacs de ciment de cette usine. Cette usine fonctionne au gaz. Dans un premier temps, il va falloir qu'ils stockent le gaz à l'intérieur. Nous ne sommes pas loin des cuves de la SCDP. Nous ne sommes pas loin d'une clinique qui est à 8 mètres, d'un dispensaire qui se trouve à 300 mètres. Écoutez, la pollution que ça va amener, même au niveau du marché Sandaga qui est à 2 pas, ce sont des questions que les citoyens doivent soulever. Le tribunal de première instance de Bonanjo a effectué une descente sur le site en question pour constater l'avancée des travaux et mesurer les plaintes du collectif. Des observations seront faites à ce sujet le 22 février prochain, date de la prochaine audience. Voilà, l'affaire reste pendante devant la justice camerounaise appelée à se prononcer. Voici une autre cause. Cependant, pendante devant l'autorité administrative, c'est celle des chefs traditionnels de la région de l'Est Cameroun qui revendiquent plus de respect de la part de leurs sujets. Ils ont manifesté leur colère pour dénoncer ce mépris au cours de la visite du préfet du département de l'Homme et Djerem. Des détails avec Benjamin Issam et Viviane Kamwa. Les chefs traditionnels de la région de l'Est sont en colère. Depuis quelques années, ils voient leurs fonctions bafouées par les jeunes. Mais surtout, ces derniers boycottent les traditions ancestrales. À l'heure que nous vivons aujourd'hui, les traditions sont pratiquement boycottées. Mettre en place l'autorité traditionnelle. Et la population, alors, c'est quoi? C'est de leur faire comprendre la nécessité de la chefferie. De leur faire comprendre que la chefferie traditionnelle est très nécessaire. Représente l'État, représente nos traditions. Pour les jeunes, ce sont les chefs eux-mêmes qui décrédibilisent leurs fonctions. Ils ne sont pas restés parce que le village ne leur donne pas ces respects-là. Si le village nous donne ces respects, c'est que ces respects est aussi donné à tout le monde. D'abord, ça vient d'abord de lui-même par l'organisation de ses sous-chefs. Parce que quand les sous-chefs ne font pas leur travail, on ne peut pas respecter le chef. Ce n'est pas que le chef qui va imposer le respect. Parce qu'il a les sous-chefs qu'on appelle en notre patois les sarkis. Parce que nous sommes képérés, natifs képérés. Ces sarkis-là, ce sont eux qui sensibilisent la population dans des quartiers pour amener maintenant, pour porter respect maintenant à la hiérarchie qui est le chef. Fort de ce constat, le préfet du département du Lom et Djerem s'est donné pour mission de revaloriser les chefferies traditionnelles. Qu'il évite d'être très en contact avec la population. Ça ne veut pas dire que nous leur demandons de s'éloigner carrément de leur population. Non. Ce que nous disons, c'est qu'ils doivent entretenir l'esprit de mythe du chef qui prévalait dans nos sociétés d'antan. Il demeure néanmoins important que les pouvoirs publics et les populations se donnent la main pour revaloriser les chefs traditionnels dans l'Est du Cameroun. Et comme vous le savez certainement, le chef de l'État camerounais à 80 ans ce jour, Paul Biya, n'est plus apte à diriger le pays. C'est ainsi que pense le principal parti politique de l'opposition au Cameroun pour le SDF. À cet âge, le président de la République n'a plus de capacité physique et intellectuelle pour conduire le pays sur le chemin de l'émergence. Le parti au pouvoir soutient le contraire. Dani Warren Zede et Flavien Valondongo. Paul Biya, malgré ses 80 ans, ne se sent pas essoufflé. Selon lui, il déborde encore d'énergie pour gérer les affaires du pays. Un avis que ne partagent pas les militants du principal parti de l'opposition camerounaise. Il faut incarner les
les qualités à la fois intellectuelles, morales, mais aussi physiques. Et donc je pense que fatalement, l'âge du président a une conséquence sur la gestion des affaires de l'État. Et 30 ans dans l'exercice du pouvoir, ça pousse. Et je pense qu'à 80 ans, il devait pouvoir se retirer même avant. Pour le SDF, son absence aux différentes rencontres internationales, ses multiples voyages privés à l'étranger sont entre autres des éléments qui attestent de son instabilité à conduire les affaires. Il n'est jamais présent nulle part. Dans les 10 régions, on ne le voit pas du tout. C'est un président invisible dans son propre pays. Il ne participe absolument pas au sommet africain, même sous-régional. Donc, on peut naturellement lier cela au fait qu'il y a une certaine fatigue qui est forcément liée à son âge. Pour les militants du RDPC, parti au pouvoir, 80 ans, c'est l'âge de la maturité qui permet au chef de l'État de mieux conduire le pays sur le chemin de l'émergence. C'est beaucoup plus une grâce pour le Cameroun d'avoir quelqu'un qui a la maturité. Et c'est cette maturité-là qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, dans la sous-région, soit un îlot de paix dans un océan de troubles. Le président national du Parti de la Flamme, en tant qu'être humain, n'est pas infaillible. Ce qui, pour les militants de son parti, est acceptable. Certaines erreurs qui pourraient être dues à des erreurs humaines, qu'on puisse coller cela forcément à son âge. Non, je ne pense pas. Paul Biya, né le 13 février 1933, célèbre ses 80 ans ce 13 février 2013. Maintenant, notre dossier consacré à la célébration de la fête de Saint-Valentin, plus que quelques heures, et les amoureux sont à l'honneur. La fête de Saint-Valentin se célèbre demain 14 février. Quelle année le sens? Pour les hommes de Dieu et autres sociologues, la Saint-Valentin a perdu de sa valeur. Dallas Tchana et Sandrine Babo. Jusqu'à la mort, encore plus fort, encore plus grand. Bien que tout le monde n'adhère pas à la facette commerciale qu'on peut accoler à la Saint-Valentin de nos jours, le 14 février reste une journée encore fort célébrée par les couples, soucieux de se prouver mutuellement leur amour en un jour précis de l'année. Mon époux m'a invité dans un restaurant VIP, on a mangé, et ensuite en soirée, on allait danser. Bon, je ne sais pas ce qui me réserve cette fois-ci. C'est le cas aussi de ce couple, marié depuis plusieurs années. Même l'usure du temps n'a pas ébranlé ce couple qui a vu passer le 14 février. C'est une journée qu'on peut exprimer, qu'on peut dire encore un je t'aime vraiment avec un peu de douceur. Ou, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne le dit pas chaque fois, mais ce jour est quand même... Moi, la Saint-Valentin, je la fête tous les jours. Hein. C'est tous les jours que je pense qu'il faut aimer sa femme. Donc, c'est la routine et le couple n'entend pas faire une folie à l'occasion de la fête des amoureux. Pour demain, 14 février, ça ne manque pas, mais bon, chez moi, j'ai déjà les grandes filles, je leur donne des conseils, comment elles vont faire et tout, mais à me concernant, je peux offrir un petit truc, mais l'essentiel est de faire un très bon mets et puis on mange en famille. Si pour les uns, la Saint-Valentin est l'occasion de se réserver une petite surprise, pour les autres, en règle générale, cette attention se fait au quotidien selon l'envie du moment plutôt que d'attendre un jour spécial. Moi j'en perds la raison. Justement, la Saint-Valentin semble avoir perdu de sa valeur d'antan. Les effets ne sont plus perceptibles. Le désintérêt, lui, il est perceptible chez des Camerounais qui pointent un doigt accusateur sur l'évolution des mentalités. Yannick Mbazoa. Loin de l'affluence observée dans les points de vente des cartes de vœux et autres gadgets en l'honneur du 14 février, la Saint-Valentin de cette année est sous le charme d'un coup de froid. Pour dire vrai, l'affluence n'est pas la même que les éditions précédentes. Je vous assure, aujourd'hui là, il n'y a rien. Je me rappelle, il y a peut-être 4 ans ou 3 ans ou 4 ans, en cette période, il y avait déjà trop de monde ici. Je cherche l'argent. La Saint-Valentin, là, je ne suis pas dedans. La Saint-Valentin, ça ne me concerne pas du tout. Hein. Donc, les gens ne font que parler de la Saint-Valentin, Saint-Valentin. Moi, je ne sais pas en quoi ça signifie vraiment. Coup de froid, fruit de plusieurs raisons. Pour moi, la Saint-Valentin se vit tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial pour ça. Donc, quand vous me demandez une préparation exceptionnelle, moi, je n'en ai pas. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Pour moi, ça n'existe pas, la Saint-Valentin.
L'amour doit se manifester tous les jours. Est-ce que l'amour est un jour précis? Pour moi, déjà, la Saint-Valentin ne m'intéresse pas trop. Et tous les jours, on fait les cadeaux. Ce n'est pas par rapport toujours au 14 février qu'on va faire les cadeaux. Si d'aucuns n'attachent plus une importance particulière à la grande rencontre annuelle des amoureux, d'autres par contre honorent encore à la tradition. La Saint-Valentin, je veux bien la fêter avec ma femme à côté de moi et mes enfants, parce que là, je suis fidèle à elle. Ce qui est sûr, c'est qu'une journée comme celle-là ne saurait se passer sans que moi, je ne fasse quelque chose. La Saint-Valentin de cette année, qui se célébrera le 14 février prochain, grand rendez-vous des amoureux, une occasion pour tous les couples de raviver la flamme de leur alliance. Et notons que pour des couples qui ont vu passer plusieurs célébrations, la tradition reste la même. On ne va pas déroger à la coutume avec au menu plusieurs arrêts. Sandrine Babo. À l'origine, une coutume païenne, le 14 février a finalement été assimilé par l'Église à la suite de la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des couples. La Saint-Valentin, c'est pas une fête en tant que telle, mais c'est une commémoration de quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'amour. De son regretté mémoire, le Père Valentin. Le rapprochement entre la Saint-Valentin et l'amour n'est mentionné dans aucune histoire ancienne et est considéré comme une légende. Il continuait à officier, à célébrer ses mariages. Alors, lors d'une célébration, il a été arrêté et tué le 14 février. Pour les sociologues, la Saint-Valentin a perdu sa valeur d'autrefois. Une célébration qui est partie des sens spirituels et qui a été mondialisée. Une image à laquelle on peut de nos jours accoler une facette commerciale. Il y a eu l'implication des capitalistes, des hommes d'affaires qui ont trouvé là l'opportunité de pouvoir se faire, n'est-ce pas, de bonnes affaires en essayant de suffisamment médiatiser cet événement et de rendre un peu comme contraignant, n'est-ce pas, cette célébration dans le cadre des gens. Toute chose qui sera bien loin de décourager les amoureux en ce 14 février. Et la Saint-Valentin va se célébrer en période de carême. Les fidèles catholiques se sont lancés ce mercredi dans une période de 40 jours de privation. Une privation qui arrive au lendemain de l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. Des détails avec John Impec et Serge Alain Otto. Le mercredi des Cendres aura donc drainé beaucoup de fidèles à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Début d'une longue période de 40 jours. Carême, c'est un temps de préparation où le chrétien doit revenir au Seigneur. Comme le dit le prophète Joël dans la lecture de ce jour, revenez au Seigneur de tout votre cœur, déchirez votre cœur, nos vêtements. C'est-à-dire le chrétien doit, pendant ces 40 jours, apprendre à extirper de son cœur tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est mauvais, pour retourner au Seigneur, lui qui est tendresse et miséricorde, lent à la colère et plein de bonté. Devenue trop étroite pour contenir les fidèles éparpillés sur toute l'enceinte de la cathédrale et sous le poids de la canicule de Douala, en cette mi-journée. Ils mesurent tous l'importance de cette journée du mercredi. La cendre comme le reste, parce que c'est un signe que nous sommes poussière, nous retournerons en poussière. Nous sommes nés des cendres et que nous avons fini des cendres et que nous sommes de la terre. Après avoir reçu de la part de l'officiant principal les orientations sur le carême 2013, essentiellement basées sur le pardon, la charité, l'humilité et la communion, les fidèles vont, à la manière des servants de messe, se diriger vers les hommes de Dieu pour recevoir les cendres. Là commence une nouvelle vie pleine de résolutions. Je veux prier tous les jours comme d'habitude, agir d'ouvrir son cœur et de se convertir. Essayer de respecter les commandements de l'Église et être plus proche de mon prochain. Un carême qui commence avec en toile de fond la rénonciation du pape Benoît XVI. Ici, on salue la sagesse de l'homme. La démission du pape, c'est une décision de sagesse qui devrait pouvoir, à mon sens, inspirer toute personne qui dirige les hommes. Quand on ne se sent plus, on doit pouvoir librement, humblement laisser la place à quelqu'un qui est plus plein d'énergie, plus habile à faire le travail. Ainsi soit-il.
Une annonce qui continue d'alimenter les débats dans les chaumières. L'agenda pontifical honoré jusqu'au 28 février prochain. Benoît XVI, qui vient de renoncer à son magistère, maintiendra les engagements de son agenda, parmi lesquels des audiences aux chefs d'État et même la messe de ce mercredi des cendres. Serge Alain Otto. Benoît XVI maintiendra tous les engagements de son agenda jusqu'au 28 février, y compris les audiences avec plusieurs chefs d'État, dont les présidents du Guatemala et de Roumanie. De sources proches du Vatican, le 27 février sera le jour de la dernière audience générale du pape. Benoît XVI en profitera pour faire ses adieux et l'audience devrait se tenir place Saint-Pierre, par le simple fait que beaucoup de monde y est attendu. Par contre, la messe du mercredi de Cendres, ce 13 février, restera sa dernière grande célébration à laquelle participeront de très nombreux cardinaux. Pendant les 2 prochaines semaines, tous les engagements seront maintenus. Audience générale les mercredis, les Angélus le dimanche. Tous ces rendez-vous auront une saveur toute particulière. Ce seront les derniers de Benoît XVI. Le 28 février à 20 h, le pape quittera ses fonctions. À cet horaire, tout simplement parce que d'habitude, c'est l'heure à laquelle le Saint-Père finit sa journée. Et c'est certainement une bonne nouvelle pour les ménages au sujet du gaz domestique. On est désormais très loin de la menace de la pénurie au Cameroun. Le pays passe d'un stock de sécurité de 3 à 5 jours après de 3 mois, et ce grâce à Tradex, qui a fait accoster à Limbé un navire d'une capacité de stockage de 20 000 tonnes de gaz domestique. Des détails dans ce reportage. Le gaz domestique, produit le plus prisé par des ménages, connaît un état de santé qui maintient en éveil les pouvoirs publics au Cameroun. Actuellement, nous avons près de 2 tiers des besoins qui sont assurés par les importations, et la capacité à Douala, qui est le port de réception, est limitée à 1500 tonnes, ce qui représente 4 à 5 jours de consommation. Vous comprenez que ça crée un goulot d'étranglement qui fait que en cas de retard d'un navire de 2-3 jours, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement sur le marché. Face aux cris d'alerte du gouvernement, Tradex a réagi de manière prompte à travers une ingénieuse idée. Tradex a développé avec son partenaire Géogaz une solution qui consiste donc à mettre en place un navire avec un stock de 20 000 tonnes de gaz, ce qui représente près de 2 mois et demi de consommation. Ce navire est stationné au large des eaux camerounaises. À ce navire est adjoint un second navire d'à peu près 4 000 tonnes qui fait donc la rotation entre le stockeur et Douala pour un approvisionnement régulier et qui élimine tout risque de rupture. Il y a quelques jours, une délégation ministérielle est allée visiter en haute mer cet imposant stockeur à la capacité de 20 000 tonnes de gaz domestique au grand bonheur du marché local. Une fois que nous avons mis en place cette solution, qui je dois dire est transitoire, parce que la solution de fond consistera au renforcement des capacités de stockage de gaz, principalement à Douala. C'est un projet qui est en cours, qui devrait être finalisé d'ici 2 ans. Mais nous allons également intervenir dans la distribution proprement dite, en mettant sur le marché une nouvelle marque. Mais je pense que cela va se faire dans peu de temps. Une nouvelle de nature à rassurer les consommateurs. Des bouteilles de gaz domestique marque Tradex sont annoncées pour les jours à venir. L'entreprise poursuit dans son expansion, elle qui compte déjà 36 stations-service au Cameroun et qui est déjà présente au Tchad. Et Tradex ambitionne de s'étendre vers le reste de la sous-région, Afrique centrale. Et en politique, pour refermer ce journal, l'inscription biométrique sur les listes électorales, le mouvement pour la libération et le développement du Cameroun sensibilise les populations. Le MLDC, présidé par l'ancien ministre camerounais Yondo Marcel, était à Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime. Objectif, encourager les masses à s'inscrire davantage sur les listes électorales. Reportage. C'est une ambiance particulière qui accueille le visiteur à Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime. Au centre de l'effervescence, un parti politique, le Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, le MLDC, présidé par l'ancien ministre camerounais Yondo Marcel.
Le président national du MLDC renoue avec la base dans son fief naturel. L'acteur politique est venu sensibiliser les populations à s'inscrire davantage sur les listes électorales. Nous sommes venus vous sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales biométriques. Faites inscrire vos voisins, vos membres de famille. En vous inscrivant et en obtenant votre carte biométrique, vous pouvez voter. Parce qu'un chasseur qui va avec un fusil, sans cartouche à la chasse, rentrera bredouille. Vous pouvez donc voter à votre carte biométrique. Vous pouvez choisir ce que vous voulez qui gouverne votre mairie, qui gouverne votre région, qui vous représente à l'Assemblée. Devant les autorités administratives du coin, les militants et autres sympathisants, le président national du MLDC a exposé pendant 2 heures de temps sur le bien fondé des inscriptions biométriques sur les listes électorales en cette période où le code électoral continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion camerounaise. Premièrement, sa seule existence met fin à la multitude des textes régissant auparavant les différentes élections. Vivement que le gouvernement ait entendu les critiques. Ce code, deuxième élément positif, est cohérent dans sa conception et dans sa réalisation. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Comme toute œuvre humaine, ce code n'est pas parfait. Signalons entre autres, d'abord, le coût élevé des cautions pour les élections législatives municipales, par exemple. Yondo Marcel est revenu à l'occasion sur ce test pour l'imprégnation des militants sur quelques amendements que cette loi a connus. Si la visite du leader du MLDC est saluée par les militants, la base souhaite que de telles rencontres soient multipliées en cette année électorale. Le MLDC existe depuis 1998. C'est la deuxième force politique en Sénégal-Maritime après le RDPC, au regard des résultats électoraux engagés lors des dernières consultations électorales couplées. Le parti occupe des sièges au sein des conseils municipaux des communes d'arrondissement de Déa 1er et de Dizangué. Voilà, madame, monsieur, indépendamment de notre volonté, nous n'aurons pas la seconde partie du journal consacré au débat. Ce soir, Olivier Stirne, ancien ministre français du Tourisme, Soroka, qui a consenti ce rendez-vous, n'a pas cru devoir respecter son engagement. Une fois encore, toutes nos excuses. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Au revoir.